La métaformie est une méthode thérapeutique qui se fonde sur les découvertes de la physique moderne, dite quantique. Elle allie les connaissances de la psychanalyse aux traditions plus anciennes. Elle explique le décodage biologique et intègre l'importance de la psychogénéalogie. Elle utilise les outils mis au point par Paul Nogier, fondateur de l'auriculomédecine, puis par Brinette, son élève, fondateur de l'éthiomédecine. La métaformie utilise ces outils, le pouls réflexe et le traitement émotionnel des mémoires, afin d'aller à la recherche des causes de nos maladies ou de nos mal-être de manière ciblée. La métaformie ajoute au travail de Brinette la volonté de favoriser pour chaque patient la conscience de la psycho-anatomie humaine. Un temps est donné afin de dessiner nos formes psychiques, les métaformes, en début et fin de séance. Intéressons-nous à la matière. D'un point de vue physique, chaque objet est constitué simultanément de différents états. Le plus connu est l'état corpusculaire. La matière en dur qui se mesure par son poids et par son volume. Le corpusculaire est caractérisé par son aspect sécable. Nous pouvons aussi considérer ce même objet selon son état vibratoire, sa couleur ou le son qu'il fait. Dans ce cas, nous utilisons des outils de mesure comme l'œil, l'oreille, un appareil photo, c'est-à-dire des capteurs d'ondes. Par exemple, la télévision capte des ondes pour les traduire en images. Les deux aspects, corpusculaire et vibratoire, sont présents ensemble à tout moment. Autrement dit, chaque chose ou réalité est à la fois corpusculaire et vibratoire, bien que dans des proportions différentes. Tantôt la matière sera en majorité corpusculaire, tantôt en majorité vibratoire. L'être humain fonctionne aussi sur ce modèle. Une dimension corpusculaire qui regroupe différents systèmes, respiratoires, digestifs, circulatoires, nerveux, et une dimension vibratoire connue par la plupart des cultures de l'humanité. Il s'agit de l'aura que certains peuvent voir en couleur autour des personnes. Chaque tradition a décrit l'aura de manière particulière, mais toutes s'accordent sur différents points essentiels. L'aura présente des niveaux ou étages qui se différencient par leur vitesse vibratoire. Chaque étage ou système a des fonctions et des caractéristiques différentes que nous allons rapidement décrire. Le système éthérique est lié au corps physique. Il permet, entre autres, la coordination des mouvements et des divisions cellulaires. C'est lui que les médecines chinoises connaissent bien et qui se caractérise par la circulation dans le corps physique de conduits éthériques appelés les méridiens. Certains auteurs, comme Barbara Ann Brennan, le voient en bleu comme sur les planches éditées dans son livre. En métaformie, nous les avons codifiés en orange. Si nous avons un contact manuel avec ce corps éthérique, c'est-à-dire quand on le palpe, il semble comme élastique et présente des fibres qui font penser à des fibres musculaires. Une bonne tonicité du corps éthérique est signe de bonne santé. Il peut se dilater et au contraire se rétracter très facilement selon la situation dans laquelle se trouve la personne. Le corps émotionnel est lié à nos émotions. Il est plus ample que l'étage éthérique car il vibre plus rapidement. Il est représenté et perçu avec des boules de couleur. Voici la vision de Barbara Ann Brennan. Au contact manuel, il est ressenti comme cotonneux, plus ou moins riche en boules de couleur. On y trouve des représentations et des images qui peuvent être palpées à la main en tant que réalité psychique ou métaforme. Le corps mental organise ses émotions. C'est l'univers des lois, de la hiérarchisation des choses. Barbara Ann Brennan le voit jaune clair, strié. En métaformie, nous y trouvons des colonnes proches de celles des palais de justice
ou des temples grecs. Nous avons un code de couleur bleu pour le représenter, bien qu'il soit aussi très riche en filaments jaunes ou dorés. Ces réseaux de filaments relient les êtres humains entre eux. Lorsque j'ai fait mes études en psychanalyse, je me suis spécialisée dans le premier livre de Freud qui s'appelle Esquisse d'une psychologie scientifique. Là, on pouvait bien voir que Freud tâchait d'élaborer un système psychique, un système de perception qui était à étages et dans chaque étage circulait un genre d'énergie différente. Un peu plus tard, Freud a élaboré un petit peu mieux son système et il nous a parlé du ça, le premier étage de son système, qui s'occupait de la gestion des pulsions, des besoins euh, qui correspondent à la satisfaction des besoins les plus primaires, comme celui du sein de la mère. Il a montré qu'ensuite, l'enfant élaborait et construisait des étages supplémentaires qui correspondent au moi, et dans ce moi sont installées des représentations de cette chose primaire, donc des images. Je le répète, des représentations de choses. Et ce deuxième étage, ce moi, est totalement lié à un troisième étage qu'il a appelé le surmoi, où il s'agissait d'élaborer des conditions d'attribution de ces représentations de choses. Ce système un petit peu complexe a été travaillé, simplifié. On a vu plus tard comment Freud installait le moi entre le ça et le surmoi, comment la personne devait sans arrêt négocier par rapport à ces différents niveaux de l'appareil psychique. C'est seulement plus tard, lorsque j'ai découvert la réalité de l'aura, que j'ai pu comprendre que les différents étages de Freud correspondaient parfaitement aux différents étages de l'aura. Autrement dit, le ça pulsionnel correspond bien au corps éthérique, le moi correspond au niveau émotionnel, là où nous trouvons bien des images, et le surmoi correspond au corps mental. Freud aurait aimé donner corps à son système psychique, mais la conscience collective de l'époque n'était pas prête à imaginer un système qui soit complémentaire au système physique et qui serait fait de matière psychique. La recherche s'est plutôt orientée vers la neurologie et l'utilisation de molécules pour lutter contre les problèmes psychiques des personnes. Mais aujourd'hui, on peut affirmer que le corps est aussi bien corpusculaire que vibratoire. Les systèmes corpusculaires servent à assimiler la nourriture ou l'oxygène, par exemple, alors que les systèmes vibratoires sont spécialisés dans l'assimilation des événements de la vie. Comme le système circulatoire a ses organes propres pour fonctionner, les systèmes vibratoires ont des organes spécifiques. Les plus connus sont les chakras. Ces organes sont appréhendés et nommés de différentes façons. Certains parlent de vortex car ils s'attachent au mouvement de l'organe. On peut imaginer une vis sans fin qui structure un mouvement en spirale. Les métaformistes les définissent comme des entonnoirs car ce sont des récepteurs ou des capteurs. D'autres voient des roues ou chakras car ils observent une turbine qui tourne afin de transformer l'événement. Ils donnent des couleurs à ces roues car ils intègrent dans leur perception des sortes de grilles ou filtres qui vont trier les événements par genre. Les métaformistes remarquent qu'ils sont aussi équipés de collerettes à leur bordure. Ces organes sont des capteurs d'événements qui sont présents dans les 3 niveaux de l'aura. Voici un capteur au niveau éthérique, un capteur au niveau émotionnel, les deux imbriqués, et un capteur au niveau mental. Les événements arrivent comme des paquets,
qui s'exprime dans un mode vibratoire de la matière. Il glisse le long des parois des chakras et tourne dans des turbines centrales. Cet événement doit se confronter à notre verticalité. Il va ensuite pouvoir être rangé dans le corps. En effet, notre corps est une grande armoire où se rangent les événements vécus. Il est comme la mémoire d'un ordinateur, il y stocke les événements passés. Un événement qui a pris sens pourra être intégré et correctement utilisé en tant que souvenir. Un événement qui a été trop fort, traumatisant par exemple, restera en tant que mémoire dans le corps. Une mémoire inscrite sur le corps va générer une dépression du système éthérique. En conséquence, la personne aura une moindre résistance à ce niveau-là de son corps. Cela peut ensuite s'exprimer par une inflammation, une faiblesse musculaire, osseuse ou une difficulté dans le métabolisme des cellules. Chaque capteur se spécialise dans un genre d'événement donné au moyen des filtres à l'entrée des chakras qui font effet de tri et lui donnent une couleur. Le chakra du cœur s'occupe par exemple d'intégrer ou d'aller vers des situations liées aux relations amicales et familiales. Il est caractérisé par la couleur vert. Le deuxième chakra, lui, gère les événements liés à la sexualité et la reproduction. Il sera orange, alors que le chakra de la gorge est bleu et correspond à la communication et l'expression de soi. Certains événements, très difficiles pour la personne, peuvent aussi être refusés par le chakra. Il se ferme et va rester dans cet état, à bloquer le résumé d'événements qui se présentent à lui. On peut apparenter ce phénomène au refoulement de Freud. Cela va créer ensuite des gènes ou des perturbations dans le fonctionnement de l'appareil psychique. Avec le temps, le capteur peut s'affaiblir et l'événement, la métaforme, se rapproche. En compensation, la partie arrière des capteurs peut venir renforcer la partie avant. Lorsque des métaformistes font des échographies manuelles des capteurs d'une personne, ils trouvent souvent ce genre de schéma. Une mémoire lourde est composée d'un agrégat d'événements vécus mal assimilés. Ces événements peuvent être échelonnés dans le temps. Prenons l'exemple fictif de cette femme de 50 ans qui vient de faire une crise cardiaque. Si nous étudions la composition de la mémoire qui provoque ou participe à cette crise, nous trouverons l'histoire suivante. À 3 ans, cette femme a perdu son père d'un infarctus. Ce deuil s'inscrit comme une mémoire au niveau de la poitrine de l'enfant, sans cependant que cela ne crée de maladie physique. Cette mémoire n'empêche pas le fonctionnement normal de son chakra du cœur. À 20 ans, la jeune femme assiste à un accident de voiture. Elle voit mourir une personne. Elle comprend aussitôt que si elle laisse venir à elle cet événement, cela la renverra à la vision de son père décédé. Spontanément, elle ferme son chakra pour empêcher l'assimilation de l'événement. La jeune femme, après l'accident, bien qu'elle n'ait reçu aucun choc physique à la tête, n'a aucun souvenir de cet événement. C'est une des formes du refoulement. Depuis ce jour, elle doit fonctionner avec un capteur fermé et son entourage la trouve plutôt froide et distante. Elle a de la peine à exprimer ses émotions. Son trouble reste psychique. À 35 ans, avec le vieillissement naturel, l'événement refoulé commence à faire poids sur le chakra. Elle se fragilise de plus en plus et commence une petite dépression. Elle cesse son activité professionnelle.
À 50 ans, son fils l'appelle un jour pour lui dire qu'il a eu un petit accident de voiture sans gravité. Le lendemain, la crise cardiaque se déclenche. En effet, cet événement de moindre importance est venu faire un poids supplémentaire à la mémoire refoulée. Le chakra cède, un agrégat ou complexe mémoriel lourd se constitue dans le corps. Cela induit des lésions physiques et donc, dans notre cas, une crise cardiaque. La mémoire lourde est l'ensemble de ces trois événements. L'accident sans gravité a réveillé et activé les deux précédentes mémoires, ce qui a déclenché la survenue de la crise. Bien entendu, chaque perturbation physique a une cause corpusculaire. Il faut soigner la crise cardiaque. Mais les interventions corpusculaires, médicaments, opérations, donneront de bien meilleurs résultats si un travail de lecture et d'assimilation de la mémoire peut se faire au cours d'une séance de type psychothérapeutique. Comment est-il possible de lire un complexe mémoriel avec une ou plusieurs inconnus? Nous allons vous présenter les outils rassemblés par la métaphormie qui s'appuient sur des méthodes reconnues, l'auriculothérapie, l'éthiomédecine, la psychanalyse, et nous allons découvrir ce que la métaphormie ajoute à ces travaux. Un outil utilisé pour avoir accès à ces composantes est le pouls de Nogier. Nogier a mis en évidence cet outil qui se trouve à l'interface entre le corps physique et les corps vibratoires. Il est régi par le système réflexe ou neurovégétatif. Lorsque le sang circule dans les artères, il arrive par paquets car la pompe du cœur pulse selon un certain rythme que celui qui prend le pouls sent sous les doigts. Il est possible, en posant une question à la personne, de repérer au milieu de ces pulsations normales une pulsation très brève et forte, le rebond. En effet, devant la réponse correspondante, le système neurovégétatif de la personne va resserrer l'artère, provoquant une bosse plus forte. Par exemple, pour trouver une date, le rebond se produit lorsque l'index du thérapeute se place en face du chiffre recherché. Lorsque la personne fait des prises de conscience, il est possible de remarquer une accélération du pouls. Il s'agit d'un pouls de travail. La prise de conscience essouffle la personne car elle oblige les corps vibratoires à rechercher des informations en divers lieux. Cette technique de lecture par le pouls a l'avantage d'être rapide et sûre. L'histoire du pouls réflexe peut être détaillée lors de formations. Nogier a aussi travaillé avec des filtres ou anneaux tests chargés d'informations. Nous conservons l'utilisation de certains filtres pour repérer notamment la zone où se trouvent les complexes de mémoire. Nogier a mis en évidence une cartographie des points réflexes des organes du corps physique. Le point 1 correspond par exemple à l'œil, le point 4 au poumon et le point 10 au cœur. Puis il a travaillé une cartographie de zones de structuration ou d'organisation de ces organes. Ces zones ont des fréquences de 2,5 à 160 Hz qui nous font passer de la cellule inorganisée, fréquence A, jusqu'à la cellule la plus complexe, celle du cerveau, fréquence G. Un des intérêts de la réflexologie de Nogier en auriculomédecine est de pouvoir contacter et agir sur des organes physiques à distance en partant des points de l'oreille. Nous avons coloré en rose la cartographie de Nogier qui nous renvoie au corps physique. La deuxième carte de Nogier nous parle de fréquence, donc de vibratoire. C'est une façon d'aborder le corps éthérique. Nous l'entourons de orange. Il s'agit notamment de relever, à partir de l'oreille,
des anomalies de fréquence du corps éthérique, puis de corriger ces anomalies afin de laisser se rectifier l'organe physique lui-même. Un élève de Nogier, Brinette, éthiomédecin, a mis au point une réflexologie qui nous permet de contacter des instances du corps non plus physiques mais psychiques. Nous ne sommes plus sur le corps physique organisé par l'éthérique, mais sur l'émotionnel organisé par le mental. Il a créé une carte de l'oreille pour le 2e étage de l'aura et un tableau de fréquences pour le 3e étage. Nous remarquons ainsi que le système de Brinette, présenté de cette manière, s'apparente à l'appareil psychique de Freud et de la psychanalyse. En effet, pour les psychanalystes, chaque personne voit le monde qui l'entoure à travers les lunettes d'un système de représentation d'images teintées de souffrance ou d'impressions agréables. C'est au travers de cette réalité psychique subjective que chacun aborde la réalité extérieure. Voyons maintenant comment Brinette a organisé son système émotionnel et mental. Le but est de déchiffrer les mémoires. Rappelons-nous que si les maladies ou les mal-être peuvent venir de dysfonctionnements mécaniques ou éthériques, ils viennent le plus souvent de mémoire, c'est-à-dire de la façon dont chacun traite les événements de la vie par les capteurs de son aura. Observons cette cartographie des points réflexes de l'oreille émotionnelle. Elle sert à faire des enquêtes sur des causes psychiques. Ces points de Brinette ne nous renvoient plus à des listes d'organes, mais à des listes de représentations, à des images psychiques. Ces familles de représentations sont placées en 7 groupes ou points à gauche et 3 à droite. Les points 2, 1, 3 et 5 sont reliés à des représentations des personnes selon des classes d'âge. Le point 2 concerne les enfants de la personne ou un groupe d'âge plus jeune. Le point 3 concerne les parents, beaux-parents, patrons. Le point 5 concerne les grands-parents. Et le point 1 est variable, il nous renvoie aux personnes de notre âge. Le point 4 traite des questions de l'argent. Le point 6 de la sexualité sous ses différentes formes. Le point 7 de la mort selon ses expressions variables. Et sur l'oreille droite, le point 1 renvoie à notre ego, le point 2 à notre santé et le point 3 à notre relation au social. Pour Brinette, des fréquences de souffrance venant de l'étage mental vont animer ces représentations. Voici le tableau de Brinette des fréquences de souffrance. Le Girlaz est un petit appareil qui peut mesurer ces fréquences de manière objective. Chaque fréquence de souffrance a un mode d'expression particulier. Nous voyons comment une fréquence peut avoir un impact sur une représentation donnée. Par exemple, la violence ou l'abandon. Tous ces outils, le pouls, les filtres, les points émotionnels de l'oreille et les imprégnations causales, servent à identifier la nature des complexes mémoriels. Mais comment transformer véritablement une mémoire ? Revenons à la physique quantique. Nous avons vu que toute chose est à la fois corpusculaire et vibratoire. La physique quantique montre que la matière existe aussi sous un 3e état, l'état d'information. Si nous différencions les états de la matière par la vitesse,
On peut dire alors que l'information se caractérise par le fait qu'elle va plus vite que la lumière. L'information est hors espace, hors temps. La pensée est de l'information. C'est cette information qui structure et ordonne la matière. Ce sont les recherches de Masaru Emoto qui nous permettent de comprendre facilement la réalité de l'information et combien elle peut influencer la matière corpusculaire ou vibratoire. Ce scientifique s'est intéressé à la manière dont les gouttes d'eau se cristallisent lorsqu'on les transforme en glace. Il a montré qu'une eau identique, mise en 2 bouteilles, peut changer de façon de s'organiser selon le mot, donc l'information qui lui est apposée. Voici un exemple de cristallisation avec le mot c'est vraiment beau et avec l'expression imbécile. Ou bien tu me rends malade, je vais te tuer et amour, reconnaissance. Comme l'eau, notre corps, vibratoire ou corpusculaire, peut changer selon la nature de l'information qui lui est envoyée. Pour être plus précis, l'information négative n'existe pas, de la même manière que l'obscurité n'est pas une réalité. L'obscurité est l'absence de lumière. L'information est une harmonie, autrement dit de l'amour, qui éclaire plus ou moins la matière. Nous avions vu comment les événements de la vie peuvent devenir soit des souvenirs, soit des mémoires. Un souvenir est un événement qui a été informé, qui a baigné dans la colonne de notre verticalité. Une mémoire est un événement qui n'a pas bien été éclairé de cette sagesse. Voici un exemple. Une personne vit un événement difficile, la maladie grave de son enfant. Sans une ouverture suffisante à l'information, voici la traduction qui peut rester bloquée comme mémoire dans son corps. Cette période était très pénible. Je passais toute ma journée à l'hôpital. Les soignants ne s'occupaient pas de nous. Les médecins ne nous disaient rien. Mais changeons de sujet. Je n'ai pas envie de parler de ça. Par contre, si cette situation est ouverte à l'information, elle deviendra un souvenir avec un discours du genre suivant. C'était une période très difficile, mais la maladie de mon enfant m'a enseigné, m'a permis de mieux sentir l'amour que je ressens chaque jour pour lui. La nature et la qualité de la traduction de l'événement dépendent de l'usage que nous faisons de notre appareil psychique. Pratiquement toutes les thérapies holistiques, qui s'occupent de la totalité de l'être, physique, vibratoire et pensée ou âme, vont agir simplement par une action d'ouverture de la personne à cette information fondamentale. Les séances en métaphormie ont leur spécificité. Elles isolent un complexe mémoriel précis lié à la demande du patient. Par exemple, j'ai des calculs à la vésicule, j'ai une dépression chronique, j'ai de l'eczéma. Cette précision permet d'envoyer une plus grande quantité d'informations sur la même zone. Ceci permet d'obtenir un résultat concret, parfois assez spectaculaire, dans la majorité des séances. D'autres fois, le résultat est incomplet. Par exemple, même si l'eczéma part sur certaines zones du corps, il faudra d'autres séances pour travailler le reste. Ou l'asthme qui a été traité peut revenir quelque temps plus tard, car la personne peut avoir une fragilité au 4e chakra. Mais les crises auront été calmées pendant un moment. Notons que certaines personnes, assez rares, ne semblent pas sensibles à cette approche. Pour les métaphormistes, il n'est pas question de réaliser un acte magique de guérison. Les explications renforcées permettent aux patients de savoir ce qu'il se passe. Comprendre cette technique de lecture de mémoire peut aider chaque personne à mieux assimiler les événements de la vie. Des séances répétées ou des ateliers
vont permettre de prendre l'habitude de mieux gérer la vie quotidienne. Nous allons maintenant nous intéresser aux grands principes du monde vibratoire. L'univers corpusculaire répond à des lois que nous connaissons bien. Physiquement, une personne doit se déplacer pour aller d'un lieu à l'autre. Elle ne peut pas être à deux endroits à la fois. Dans le monde vibratoire, les choses sont différentes. Le corps psychique peut faire des copies de lui-même et se projeter en plusieurs endroits. Dans une maison, à Paris, dans le désert. Une conséquence connue est que le corps psychique de quelqu'un peut avoir un ascendant sur une autre personne. Par exemple, ce commercial, pour réussir sa vente, va déplacer et projeter son aura sur sa cliente pour lui faire acheter ce qu'il voulait lui vendre. Il s'agit là d'un type d'interaction sociale que nous décrivons sans critiquer. Ce principe de copier-coller, ou multiplication-projection, de la pâte psychique, est une des lois fondamentales du monde vibratoire. Il existe donc des psychismes isolés de corps physiques. Une autre loi concerne la croissance des corps. Le corps physique grandit par la multiplication des cellules. Le corps psychique, lui, se construit par identification, c'est-à-dire un copier-coller de psychisme. Au début de la vie, l'enfant n'a pas de psychisme. Il entre dans l'espace et le temps, assis sur le tapis où sont inscrits les résultats de ses vies antérieures et bien d'autres choses. À la naissance, il est équipé d'un corps physique et d'un petit corps éthérique muni de germes de chakras. Pour vivre, il a besoin des auras des adultes qui l'entourent. Ce n'est qu'à 18 mois qu'il commencera la mise en place de son corps émotionnel et mental. Puis, il va remplir son espace psychique par identification, par copier-coller de matière psychique. Ce n'est qu'à 21 ans que l'enfant sera théoriquement indépendant. Il aura fini de construire son aura. Autre loi encore, le corps psychique peut se dilater, se réduire, un peu comme un film qui est soit sur l'écran, soit dans une clé USB, ou comme le génie d'Aladin. Cette loi est fondamentale pour comprendre une mémoire. Une mémoire peut contenir en elle un système psychique libre réduit et qui peut à un moment donné se dilater et se substituer à l'aura de la personne, comme nous avons vu l'aura du commercial prendre le dessus sur l'aura de sa cliente. Ce phénomène explique certaines attitudes momentanées où nous n'avons plus l'impression d'être nous-mêmes. De plus, comme le code vibratoire de tout individu est unique, si un autre système psychique se met à la place de celui de la personne, des erreurs de programmation peuvent provoquer des maladies. Pour éviter ces situations désagréables, il s'agit d'apprendre à rester toujours centré, c'est-à-dire bien au milieu de son aura, dans toute situation. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de se centrer peuvent l'apprendre par simple conscience de leur corps vibratoire et aussi à l'aide d'exercices. Maintenant que nous connaissons ces grands principes des corps psychiques, nous allons nous pencher sur les formes de nos corps informations. En effet, c'est la conscience et l'investissement de ces corps qui vont nous aider à mieux traduire les événements de la vie. Rappelons-nous que nous arrivons du hors-temps pour rentrer dans l'espace et le temps le jour de notre conception. Pendant toute notre vie, nous restons cependant reliés à des réalités vibratoires, ces corps, qui sont donc inscrits dans le hors-temps, hors-espace. Souvenons-nous du corps éthérique vu par Barbara Ann Brennan, puis l'émotionnel et enfin le mental. Ces corps sont inscrits dans les lois de l'espace et du temps. Barbara Ann Brennan affirme que notre quatrième corps, appelé le corps causal,
est à l'interface de ces corps et des corps du hors-temps. Le cinquième corps ordonne le corps éthérique, le sixième corps met en mouvement le corps émotionnel, et le septième corps donne forme au corps mental. Lorsque nous ouvrons nos corps subtils à la verticalité, nous activons de ce fait ces corps informations qui ont pour fonction d'ordonner ou d'animer les corps psychiques. C'est en ce sens que notre système de perception devient plus efficace. Les souvenirs, la traduction en expérience des événements heureux ou difficiles, bien que posés au niveau du corps physique, s'inscrivent en mode information sur la grille du corps causal. Le mode information est léger, il ne charge pas le corps. Par contre, les mémoires restent inscrites sur le corps physique en mode psychique, un mode plus lent et lourd. La mobilisation forte de nos corps informations peut se remarquer à la couleur de notre aura. Il est possible aussi de repérer des zones plus sombres, là où restent des mémoires. Sans aller jusqu'à voir l'aura, nous remarquons qu'une personne qui a pratiquement traduit tous les événements de sa vie donne l'impression d'être blanche et rayonnante, notamment en fin de vie. Une personne chargée de mémoire encore psychique aura l'air plus terne. Nous devons tous mourir un jour, et de la même manière que l'arrivée dans la vie se fait en 2 temps, notre départ passe par 2 étapes. Lorsque ce moment arrive, le corps physique et le système éthérique cessent de fonctionner. D'expérience, la personne se voit au-dessus de son corps. Puis défilent dans sa conscience tous les moments importants de sa vie, ses souvenirs comme ses mémoires. En effet, toutes les informations stockées dans le corps se trouvent libérées au niveau émotionnel et mental. La personne garde donc ce système psychique. Elle reste dans l'espace et le temps de son existence. Il lui faudra quelques minutes, 3 jours, 40 jours ou peut-être plusieurs siècles pour traduire ces mémoires en souvenirs. Lorsque le système psychique aura transféré les mémoires en souvenirs placés au niveau causal, la deuxième étape de ce passage va pouvoir se faire. Dès lors, le corps psychique n'a plus de rôle à jouer. Il disparaît au même titre que le corps physique. En même temps, les corps informations, le causal qui garde en lui le résumé de cette existence et les 3 autres corps informations, repartent comme ils étaient venus. À ces moments-là, un transformateur particulier est mobilisé. Pour ceux qui peuvent le voir, une colonne lumineuse ou cheminée apparaît. Les corps informations de l'être en transformation, qui sont souvent appelés les corps lumineux, s'élèvent vers le haut. L'être, relié à l'âme qui vient de parcourir cette vie, est toujours là, puisque le hors-temps est permanent. Voici comment nous pouvons représenter les personnes lumineuses. Le regard de l'être devenu lumineux sur ceux qu'il a connus et aimés devient différent, plus détaché et avec beaucoup d'amour. Il est impossible de passer à une vie suivante si nous n'avons pas réglé, traduit en plus vite que la lumière, le vécu de notre existence en cours. Pendant la période intermédiaire qui se trouve entre les 2 étapes du passage de la mort, les personnes qui restent dans cet état survivent dans des psychismes libres. Voici comment nous pouvons les représenter. Nous avons l'habitude de nommer ces personnes des âmes errantes, ou des fantômes, ou des entités. La notion de fantôme est souvent mal perçue, car la plupart d'entre nous en avons peur. Cette peur peut se comprendre, puisque nous sommes dans une société qui a oublié de penser à la fin de vie. Le fait d'ignorer quelque chose la rend forcément inquiétante. De plus, les auras libres de personnes décédées n'ont plus d'énergie vitale. Il leur arrive donc parfois, par le même procédé de multiplication-projection,
de prendre un peu de force sur les personnes ayant un corps physique et éthérique. Les personnes dans cet état intermédiaire peuvent se trouver dans la maison qu'elles occupaient, dans divers lieux, ou, selon le principe de réduction-dilatation des corps vibratoires, dans les bijoux qu'elles portaient. Les inconvénients d'être en contact avec ces personnes sont un petit peu plus grands que lorsque nous sommes en dépendance d'une aura libre appartenant à une personne vivante. Les erreurs fréquentielles restent, mais se rajoute à cela une fatigue, car ces personnes prennent pour elles-mêmes un peu de notre vitalité. Beaucoup de mémoires comprennent en elles, en tant que composantes, des corps vibratoires de personnes décédées en état de réduction. Si la plupart du temps nous ne voyons pas les personnes dans cet état intermédiaire, beaucoup d'enfants et certains adultes peuvent les voir. Leurs témoignages nous permettent de comprendre que ces personnes sont, au-delà du temps normal allant jusqu'à 40 jours, dans une situation désagréable de souffrance. Elles ont froid, se sentent ignorées par leur entourage qui ne les voit plus. Les métaformistes font partie de ceux qui prennent le temps d'aider ces personnes à changer d'état, à quitter l'espace et le temps de ce genre de purgatoire pour rejoindre le hors-temps ou l'éternité. Ce travail ressemble parfaitement au travail du prêtre ou du chaman. Il est cependant laïque, bien que chacun soit libre de ses représentations en matière de spiritualité. Il est nécessaire, pour permettre ces choses, que le thérapeute ait les moyens vibratoires de le faire et en soit autorisé par quelques autres personnes. Si nous réalisons ce type d'action en séance, c'est en premier lieu par respect pour les personnes décédées en peine. Puis, c'est aussi afin de parfaire l'efficacité du soin. Une personne décédée reste comme embourbée dans les problèmes liés à cette vie qu'elle n'a pas vraiment quittée. Elle vit par l'intermédiaire de son entourage les soucis qu'elle répète sans cesse. C'est pourquoi, si une personne se trouve comme habitée par un parent ou un enfant décédé, que faire de mieux sinon permettre à cet être aimé de passer en mode souvenir? De cette manière, le disparu pourra vraiment transmettre à son entourage des résultats positifs d'existence. Lorsqu'en séance, nous trouvons à la lecture d'une mémoire des fréquences de souffrance, elles sont 2 fois sur 3 reliées à des personnes décédées psychiques. Les métaformistes, en travaillant sur l'activation des personnes lumineuses, ont pu établir une liste de fréquences de force positives. Solliciter cette liste de forces aide chacun à mieux traduire les événements de la vie. Tout ceci nous introduit à un autre concept fondamental, la micro-aura. En effet, si nous avons parlé d'une aura vibratoire et information qui comprend 7 niveaux et qui enrobe notre corps, nous avons une autre aura, différente, qui se trouve à l'intérieur de chacune de nos cellules, la micro-aura. Si la macro-aura nous relie au monde extérieur, à l'espace, la micro-aura nous relie principalement à nos ancêtres, au temps et à certaines autres réalités vibratoires. Comme toute chose, notre ADN est aussi bien corpusculaire que vibratoire et information. Nous ne connaissons, selon la science actuelle, que la partie de l'ADN ou de nos gènes qui détermine notre réalité physique. Autrement dit, nous ne connaissons que 5% de l'impact de l'ADN sur notre existence. L'ADN se situe au niveau du noyau de chaque cellule. Il est constitué du patrimoine génétique de nos parents, grands-parents et ancêtres. Au niveau corpusculaire, c'est lui qui décide, donne des ordres aux nutriments qui arrivent par la paroi, afin de produire tel ou tel genre de cellules. Cette personne aura les yeux bleus, des cheveux bruns, il décide de la couleur de notre peau, de la forme de notre visage. Sur le plan physique,
Nous sommes donc très déterminés par nos origines. Et que se passe-t-il sur le plan vibratoire? Nous contenons en nous la mémoire des expériences et des vécus de nos ancêtres. Par exemple, ce jeune homme aimera travailler le bois et son entourage dira « Mais il l'a dans la peau, il le tient de son grand-père ». Ce sont en effet l'accumulation des expériences de nos ancêtres qui vont nous permettre de nous adapter au monde moderne. Nos ancêtres nous enrichissent donc d'informations que nous allons mobiliser pour traduire ou aller vers les événements quotidiens. Même si nous ne connaissons pas nos ancêtres, il nous est possible par notre conscience d'aller à la recherche de leur sagesse acquise. Certains ancêtres ne sont pas en état de nous transmettre leurs résultats d'existence, car ils sont, pour diverses raisons, restés en mode psychique. Ils ne peuvent nous transmettre leur force. Ils vont, bien au contraire, répéter en nous leurs problèmes. Ce sont ces ancêtres qui nourrissent nos névroses ou des fréquences de souffrance et certaines répétitions familiales. Sur ce schéma, nous représentons les personnes vivantes ainsi. Voici un homme, son aura, son corps physique. Voici sa mère, elle est vivante. Son père, il est vivant. Le grand-père, vivant. La grand-mère paternelle. L'arrière-grand-père est psychique. La grand-mère maternelle, décédée, est lumineuse. La lignée maternelle apporte des fréquences de force, la lignée paternelle des fréquences de souffrance. Pour savoir si une personne de l'arbre généalogique de quelqu'un est lumineux ou psychique, il faut avoir bien sûr l'accord de la personne, puis il suffit de demander la réponse du pouls réflexe. Pendant les séances en métaformie, il est possible d'aller rechercher, toujours grâce au pouls, des lignées porteuses de souffrance. Nous voyons ici un homme, 11 générations au-dessus du patient. Il était boulanger, jeune, joyeux et dynamique. Déjà père d'une fillette, on l'envoie brusquement se battre avec les troupes de Napoléon. Il doit accepter de tuer d'autres jeunes hommes de son âge, puis, finalement, va mourir de froid dans la neige en Russie. Cet homme ne pourra pas traduire sa vie en sens. Il va rester psychique. C'est pourquoi il va, en répétant ses dernières souffrances, nourrir des générations d'hommes à la fois violents, la violence du combat, et dépressifs, compensant leur désespoir dans l'alcool, fréquence de consolation. Il est possible, pendant une séance en métaformie, de faire évoluer ses ancêtres. Ceci va modifier notre patrimoine psychogénétique. Certaines personnes, qui ont des perceptions extrasensorielles, peuvent vraiment voir leur ancêtre exprimer sa situation. La métaformie fait partie des courants thérapeutiques qui affirment la réalité concrète, quoique vibratoire, de l'ancêtre ou des personnes décédées, n'ayant pas encore quitté l'espace et le temps de leur existence personnelle. Comprendre et travailler la micro-aura nous permet d'agir sur les répétitions familiales. Ce travail est très proche de toutes les approches psychogénéalogiques. La différence est que les métaformistes ont accès aux données directement, sans passer par de longues recherches au niveau de l'état civil. Les fréquences de souffrance venant de la micro-aura sortent de notre corps et sont donc encore plus difficiles à contrôler. Si nous rapprochons ceci des notions de la psychanalyse, nous pouvons dire alors qu'il s'agit de l'expression d'un surmoi tyrannique. Les décalages d'aura venant de la pression de certains de nos ancêtres sont aussi difficiles à gérer car ils font partie de nous-mêmes depuis notre naissance. Au même titre que nous sommes en charge de nous construire selon l'ambiance familiale de notre naissance,
il s'agit de comprendre que la rencontre avec notre héritage psychogénétique fait aussi partie de notre chemin de vie. Ceci nous dirige de ce fait vers un autre facteur déterminant, nos vies antérieures. Il est possible, en utilisant toujours l'outil de lecture du pouls, d'avoir accès, en suivant un protocole bien précis, à des données concernant nos vies antérieures. Le développement de notre conscience à propos de nos vies antérieures nous permet aussi d'aborder le changement de la mort avec plus de sérénité et de mieux comprendre la notion de passage. Nous pouvons dire en effet que chaque vie est une journée pour notre âme. Il y a une loi de cause à effet qui relie nos différentes incarnations. On l'appelle habituellement la loi karmique. Prendre connaissance de certains aspects de nos vies précédentes permet à chacun de mieux définir le chemin de sa vie actuelle. Certaines souffrances physiques vont pouvoir aussi être réparées de cette manière. Autrement dit, il arrive parfois que la lecture d'une mémoire nous dirige vers une vie antérieure. Nous pouvons vous donner l'exemple de cette personne qui souffrait de mal chronique entre les épaules. Nous avons pu comprendre qu'il s'agissait d'une mémoire de blessure mortelle d'une vie antérieure. La prise de conscience, accompagnée par le travail de réparation par un magnétisme particulier, a fait disparaître la douleur entre les épaules. Ces questions seront développées lors de formations. Notons cependant que la découverte de l'accès à une lecture sur nos vies antérieures est née uniquement grâce à la possibilité que nous donne le pouls de faire des enquêtes sur des données qui nous arrivent. Ce sont notamment les perceptions d'Adeline Morel, lues et traduites par l'outil du pouls réflexe, qui nous ont permis de découvrir cet univers, puis d'appliquer ces découvertes au cours de séances thérapeutiques. De la même manière, nous avons découvert avec d'autres métaformistes et par l'expérience la question des jumeaux et la liste des forces positives. Les métaformistes abordent en effet, comme beaucoup de thérapies actuelles, la question des jumeaux, c'est-à-dire l'importance de certaines prégnances gémellaires venant du tout début de la vie embryonnaire. Le travail sur les jumeaux, pratiqué en séance, nous permet d'apaiser des caractères complexes et de comprendre bien des situations difficiles. La métaformie propose, notamment pour les plus jeunes, des séances de métaformie positive. L'objectif n'est plus alors de chercher à lire une mémoire de souffrance en vue de la traduire en souvenir. Il s'agit au contraire de chercher des forces, des qualités déjà présentes, jumeaux ou guides, ancêtres lumineux, capables de nous révéler nos atouts. Ces séances favorisent le développement de la confiance en soi ou nous aident pour certaines orientations ou décisions. En ce sens, même si le plus souvent la métaformie est considérée comme un starter à notre évolution personnelle, elle peut être aussi utilisée comme une thérapie à part entière avec des prises de rendez-vous régulières et la réalisation d'un travail personnel approfondi. Les outils de la métaformie permettent de vérifier la bonne santé des lieux de vie et d'aller dans le sens des géobiologies. Nous pouvons aller à la rencontre des plantes ou des animaux. Même si la métaformie se caractérise le plus souvent par ce qui marque le plus les patients au cours des séances, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes dans le passage de la mort, la métaformie est une méthode qui se veut éclectique, c'est-à-dire qui tente de réunir le meilleur de beaucoup de méthodes thérapeutiques. Le travail sur les mémoires de l'existence nous permet de garder la précision de l'éthiomédecine et va dans le sens de la psychanalyse. Il s'agit de comprendre les identifications de l'enfance et de travailler, traduire les événements difficiles de la vie. Les connaissances que nous offre Barbara Ann Brennan dans ses livres fondamentaux, l'intégration du rôle des chakras et la possibilité de localiser les mémoires,
nous permet de nous rapprocher des méthodes de décodage biologique. L'approche de la micro-aura nous permet d'intégrer l'importance de la psychogénéalogie et d'agir très rapidement en séance. Le travail sur les jumeaux allège le caractère complexe des personnes, nous propose de nouvelles programmations psychologiques et nous ouvre vers la notion de guide, c'est-à-dire une notion plus solidaire de la vie. L'approche des vies antérieures éclaire bien souvent la personne sur elle-même. Le repérage des métaformes et des anomalies de forme de nos capteurs nous permet de réaliser de bonnes investigations afin de mieux aborder et résoudre les causes de nos maladies. Nous pouvons aussi nous servir des métaformes et du pouls afin de traduire des messages donnés aux patients. La connaissance des divers magnétismes permettant de travailler à chaque niveau vibratoire complète souvent les séances car ces magnétismes accélèrent l'intégration du travail accompli. La métaformie peut paraître complexe, elle offre pourtant un outil simple que chacun peut acquérir afin d'utiliser ces techniques d'investigation du monde. Nous pouvons, par cet outil, aller à la rencontre des changements d'aujourd'hui. Dans tous les cas, l'ouverture de l'être vers ces corps informations ainsi qu'aux informations qui nous viennent de notre verticalité ou de nos lumières intérieures permet à chacun d'investir progressivement son soi profond et de libérer son ego. Je remercie beaucoup mes patients qui m'ont enseigné, ainsi que tous ces amis qui ont chacun apporté quelque chose de nouveau dans cette méthode. Je remercie en particulier Adeline Morel, car elle a profondément enrichi la méthode grâce à ses perceptions particulières. Je remercie beaucoup Raphaël Grelet, notre narrateur et monteur vidéo, ainsi que tous ceux qui ont favorisé la mise en œuvre de ce premier film. Voilà, donc cette vidéo se termine. Elle a été réalisée par des amateurs et on a manqué un petit peu de temps sur la fin. Mais on est conscient que le modèle anthropologique qui est proposé est à compléter grandement et on espère pouvoir améliorer tout ça. On est en attente de recherche des retours en fait. Il y en a par des personnes qui ont pu visualiser ce film et qui auraient des choses à nous apporter en complément pour que nous puissions évoluer encore. Pour compléter ce modèle qui est à travailler, qui comporte sans doute des erreurs. Et en tout cas, nous vous remercions pour votre attention, votre patience. On espère que ça n'a pas été trop compliqué à écouter, à regarder, à comprendre, et que ça pourra vous donner l'occasion de réfléchir, de poser des questions et nous renvoyer des idées à nous aussi. Et qui c'est qui est content de leur premier film? Voilà.